Voilà, eh bien, c'est en fin de journée que j'ai l'occasion de vous dire bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Et je voudrais d'abord remercier Gaël et Formaform pour l'invitation, aussi le comité scientifique, pour pouvoir intervenir aujourd'hui. Je ne savais pas si j'étais la dernière parce que j'étais la seule femme, ou si c'était parce qu'on se souvenait toujours mieux de ce que disait le dernier intervenant. Mais en tout cas, comme il y en a déjà une série qui sont partis, ça ne devait pas être pour ça. Donc voilà. Alors, ce n'est pas tout à fait ma tasse de thé que d'intervenir derrière un pupitre. Donc voilà, si je m'emballe un peu, vous m'en excuserez et vous n'hésiterez pas à reposer des questions après. Alors, je voulais d'abord situer à partir d'où je parlais. Donc moi, je travaille depuis une quinzaine d'années comme coordinatrice pédagogique des travailleurs et des travailleuses au sein de l'interfédération des CISP, les centres d'insertion socio-professionnelle en Wallonie. Et donc, comme vous le savez sans doute, les CISP sont des acteurs de la formation socio-professionnelle et il y a 157 structures en Wallonie, 157 structures autonomes qui sont fédérées au sein de 5 fédérations qui elles-mêmes sont fédérées au sein de l'interfédération. Et moi, je travaille dans le haut de forme et j'ai en charge, comme je le disais, la formation continue des travailleurs. Alors, les CISP travaillent avec un public de demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés, ça veut dire qu'ils n'ont pas atteint le CESS ou alors parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité de travailler depuis une longue période. Ce sont aussi des personnes qui vivent souvent des situations sociales complexes et qui subissent des précarités de tous ordres. Le public avec lequel nous travaillons, non pas à l'interfédé, mais dans les CISP, c'est donc un public qui est fragilisé dans le contexte social actuel. Et je pense que c'est important de citer le public pour bien comprendre aussi la problématique dans laquelle se trouvent les formateurs. Alors, sur l'image, vous voyez une représentation de notre secteur, un peu caricaturale, mais je pense qu'on y voit toute une série de filières de formation. Et cette présentation, voilà, elle est assez sympa en tout cas. Alors, les assertions sur lesquelles je vais intervenir, je n'ai pas fait comme mes prédécesseurs de les renommer, mais en tout cas, elles vont toucher pour moi à 4 dimensions. La première, c'est celle de la posture du formateur, et notamment quand je lisais que le formateur occupe une place centrale pendant la formation, donc je vais questionner cette assertion-là, qu'on prend peu en compte les prérequis dans les démarches pédagogiques et les caractéristiques individuelles des stagiaires, et qu'il n'y a pas de différence entre les démarches pédagogiques utilisées dans l'enseignement et celles utilisées en formation d'adultes. Je vais aussi aborder un peu la question du travail collaboratif et de la mutualisation des pratiques. Là, en réaction à l'assertion, les formateurs ne mutualisent pas les ressources pédagogiques au sein de leurs propres institutions ou entre institutions. Et enfin, j'aborderai, mais de manière beaucoup plus light, la question de l'évaluation et la question du partenariat, notamment toute la problématique de l'accompagnement qui est liée au métier de formateur. Alors, avant toute chose, peut-être de pouvoir dire en quelques mots, finalement, qui sont les formateurs des CISP. Les formateurs des CISP, ce sont des femmes, des hommes, qui ont des parcours professionnels et de formation variés. En EFT, ils ont généralement une expertise technique préalable. Certains ont construit leur expertise pédagogique sur le terrain et d'autres ont été engagés sur base de compétences pédagogiques importantes. Certains n'ont pas de diplôme reconnu en Belgique, d'autres ont des diplômes universitaires soutenus par de nombreuses formations, et quelquefois ce sont aussi d'anciens stagiaires. Certains ont quitté l'école très jeunes, car elle ne leur convenait pas, ils se sont donc formés sur le tas. Parfois, ils ont changé de carrière, et donc je me souviens d'un instituteur qui était devenu formateur en parc et jardin, parce qu'il avait appris le métier avec son grand-père, et au bout de quelques années, il a décidé de changer, mais donc il a aussi dû acquérir toutes les compétences techniques. Mais tous ont besoin de développer des compétences en cours de carrière. Alors certains vont le faire via la formation continuée, d'autres vont la fuir, parce qu'ils préfèrent la rencontre avec les pairs, parce qu'ils préfèrent échanger les pratiques, parce qu'ils préfèrent les échanges dans les lieux et avec les outils mêmes de leur travail au quotidien. Les travailleurs, les formateurs sont des personnes qui travaillent souvent seuls avec des stagiaires, avec leurs stagiaires comme ils disent, mais également en équipe avec des collègues qui sont travailleurs sociaux, secrétaires, formateurs comme eux. C'est des personnes dans notre secteur qui travaillent dans des petites structures, parfois avec même moins de 10 travailleurs, mais parfois 20, 30, 40, 50 et parfois même plus.
Alors, les formateurs ne sont pas seuls. Dans le secteur, on a l'habitude de distinguer 5 catégories de professionnels. Évidemment, pour plus de la moitié sont des formateurs et des formatrices. Une bonne partie aussi sont des intervenants psychosociopédagogiques. C'est un terme, je pense, qui n'existe pas dans un autre secteur. C'est un terme qu'on a inventé pour notre secteur pour désigner une catégorie de professionnels que sont les travailleurs sociaux, les agents d'accueil, les agents d'insertion, les responsables de filière, les coordinateurs pédagogiques. Et donc, ce sont toutes des personnes qui ont à voir avec l'approche pédagogique, mais qui n'exercent pas au quotidien le métier de formateur. Il y a enfin le personnel de direction, le personnel administratif et les autres travailleurs, que sont parfois des ouvriers de production dans des EFT, dans des entreprises de formation par le travail, mais aussi parfois des commerciaux ou des responsables de communication, et puis encore plein d'autres métiers. Et au total, ce sont autour de 1800 personnes qui travaillent dans notre secteur. Alors, quel est l'environnement de travail de ces formateurs ? Ils travaillent donc dans des CISP, pour centres d'insertion socio-professionnelle. Peut-être que certains d'entre vous connaissent mieux le secteur avec les EFT, les entreprises de formation par le travail, ou les OISP. Aujourd'hui, notre nom a changé. Et on retrouve 2 méthodologies pédagogiques. La méthodologie dite EFT, c'est celle des entreprises de formation par le travail, qui sont donc des centres de formation qui ont une vocation d'entreprise, puisqu'elles commercialisent des biens et des services, et la formation se fait dans des conditions réelles de production. Et donc on va apprendre le métier de commis de cuisine en étant dans une cuisine, on va apprendre le métier de maçon en construisant des maisons dans lesquelles peut-être l'un ou l'autre d'entre vous va habiter. Ça, c'est la première méthodologie. La deuxième, c'est la méthodologie DEFI pour démarche formation insertion, c'est les anciens organismes d'insertion socio-professionnelle. Et donc, c'est des formations qui, là aussi, utilisent des pédagogies participatives et actives, mais qui vont plutôt se développer dans des domaines tels que tout ce qui est l'alphabétisation, le FLE, donc le français, langue étrangère, les remises à niveau, qu'elles soient généralistes autour des savoirs de base ou bien qu'elles soient professionnalisantes autour des métiers. Alors, certaines structures sont récentes puisqu'on a un nouvel agrément depuis 2016 avec 8 nouveaux centres, mais d'autres sont beaucoup plus anciennes puisque le secteur s'est développé à partir des années 70 et ces initiatives dans les années 70 sont nées dans un contexte de crise économique, à l'initiative de collectifs, parfois aussi des mouvements ouvriers, soucieuses de permettre une insertion socio-professionnelle à des publics fragiles. Alors c'était souvent des jeunes, des adultes peu qualifiés, des personnes en situation de précarité du point de vue économique et social. Et cette filiation de lutte contre les inégalités et d'action collective, de reconquête de la citoyenneté, de prise en compte globale et personnalisée des personnes qui sont en formation, eh bien, toutes ces dimensions au niveau des valeurs marquent encore les actions et les positionnements des CISP aujourd'hui. Alors, certaines de ces structures offrent uniquement de la formation socio-professionnelle, mais d'autres sont intégrées dans des champs d'action beaucoup plus larges, incluant notamment l'éducation permanente ou l'économie sociale ou le champ social de manière assez large, et donc même sont créatrices de projets. J'en veux pour preuve récemment une coopérative qui est centrée sur la garde d'enfants et le logement vient de se créer à partir d'une EFT namuroise, et cette coopérative s'appelle Citadelle. Alors, l'environnement social des formateurs de notre secteur, c'est aussi des conditions sociales et économiques générales de la société. C'est des conditions qui sont en évolution, avec un marché du travail qui n'est quand même pas tout à fait évident, où il est difficile de décrocher un job. Moi, je préfère parler plutôt d'un emploi durable et de qualité, et c'est particulièrement vrai pour un public faiblement qualifié. Alors c'est aussi le plan d'accompagnement du chômage, l'adressage, la peur de l'exclusion, le risque de sherwoodisation, la perte des droits sociaux et l'activation envers et contre tout, notamment vers les métiers en pénurie. Alors c'est un contexte politique qui n'est pas simple, qui impacte aussi les professionnels, le sens que peut avoir leur travail, et qui est encore renforcé aujourd'hui par les incertitudes liées aux évolutions que pourrait donner notre ministre de tutelle. Alors, par ailleurs, nous avons au niveau du cadre, on a aussi un décret, et donc le décret précise nos missions comme CISP. C'est favoriser par une approche intégrée l'insertion socio-professionnelle
des stagiaires par l'acquisition de connaissances, de compétences et de comportements nécessaires tant à leur insertion directe ou indirecte sur le marché de l'emploi qu'à leur émancipation sociale et à leur développement personnel. Et donc le secteur a bien une mission qui repose sur deux pieds, à la fois une mission d'insertion dans l'emploi, directe ou indirecte, et je pense que c'est important de le soulever, mais aussi d'émancipation sociale. Dans le respect du principe de non-discrimination, de promotion de l'égalité des chances face à l'emploi et à la formation, et de production de la vie privée et des données à caractère personnel. Donc voilà les missions qui sont assignées au CISP et que donc vont tenter de remplir par leur pratique, notamment les formateurs. Alors peut-être pouvoir dire aussi quelques mots du cadre pédagogique de l'action des CISP. J'ai dit en commençant mon intervention qu'on était un secteur où il y avait 157 structures, 157 directions, donc 157 agréments et donc aussi 157 de projets pédagogiques par institution. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est tout à fait à 180 degrés au niveau de ce qui va nous servir de guide et de point d'appui au niveau pédagogique. Alors, je vais les lire et sans rentrer trop dans les détails, mais simplement peut-être le premier. Donc, les résultats de ce que je vous présente ici, c'est le résultat de recherche ou de réflexion. Alors, on parlait de démarche réflexive. Et bien là, on peut dire que c'est des travailleurs, des formateurs du secteur qui se sont mis ensemble pour prendre de la distance par rapport à leur pratique et identifier finalement quels étaient les points communs entre eux, entre des EFT, entre des centres défis au niveau pédagogique. Et donc, ils ont relevé ces 6 éléments. Il y a une visée émancipatrice et intégratrice de la formation. Et donc, ça fait un peu un lien avec les deux missions du secteur, à la fois développer des capacités à intégrer des codes et des normes, mais aussi et donc à acquérir aussi les compétences techniques pour pouvoir intégrer un métier ou les compétences transversales, comportementales liées au métier, mais c'est aussi pouvoir garder une capacité critique. C'est aussi l'accueil de chaque stagiaire avec son histoire et son parcours. Alors c'est important de rappeler que dans notre secteur, on essaie de prendre le stagiaire dans sa globalité, avec toute son histoire, sans le réduire à ses manques, sans le réduire à ce qu'il ne sait pas faire ou à ce qu'il a à acquérir, mais bien comme une personne qui peut trouver là un cadre organisationnel, structurant et bienveillant où il va pouvoir se poser. J'ai dit, c'est des stagiaires qui sont souvent écorchés par la vie, en difficulté, qui ont parfois essayé déjà d'autres types de formations. Et donc, se poser, c'est aussi pouvoir se donner un espace pour se construire une identité positive. C'est aussi mettre en œuvre un processus pédagogique pour construire ses compétences à son rythme. Nous n'avons pas une obligation, en tout cas les centres CISP n'ont pas d'obligation d'arriver pour tous les stagiaires au même résultat. Chaque stagiaire a un plan individuel de formation et donc en fonction de qui il est, de quel est son projet, de quelle est son histoire, de ce qu'il est prêt à faire ici, aujourd'hui et maintenant, eh bien, il aura un parcours de formation, il développera des compétences en lien avec son projet, avec ses aspirations. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on l'extrait du monde tel qu'il est, qu'on l'extrait de la connaissance des contraintes économiques, mais simplement l'aider en tout cas à prendre position, à voir comment lui veut évoluer avec tout ça. C'est aussi une démarche de formation qui est collective, qui repose à la fois sur la collaboration entre intervenants, donc les travailleurs entre eux, mais aussi elle est collective au sens où la formation en CISP se fait au sein d'un groupe de stagiaires. Et enfin, le partenariat est une logique d'action. Ça veut dire que c'est important de travailler avec d'autres. On n'y arrive pas tout seul. Comme secteur, on mène beaucoup de partenariats, on développe beaucoup d'initiatives avec d'autres, que ce soit en interne, que ce soit entre centres. Et donc, on a entre autres ce qu'on appelle des formations concomitantes, mais ça peut aussi prendre d'autres formes. Alors, c'est le seul petit cadre théorique que je vais me permettre de présenter. Voilà, vous avez d'autres intervenants avant moi ont cité pas mal d'auteurs. Moi, j'aime bien me référer à un auteur que j'ai découvert au cours de ma formation continuée, Marcel Leyne,
qui présente ce qu'il appelle les modes de travail pédagogique. Alors, je vais sans doute être très caricatural, ceux qui le connaissent bien m'en excuseront, mais j'aime parfois bien présenter les choses de manière un peu caricaturale, ce qui permet de mieux comprendre. Donc, Marcel Lehn, qui a étudié les dispositifs d'insertion professionnelle, a identifié plusieurs modèles, ou en tout cas plusieurs modes de travail pédagogique. Il en a identifié 3. Le premier, qu'il a appelé mode de travail pédagogique transmissif à orientation normative, a pour finalité ce qu'il appelle la reproduction sociale. C'est en d'autres mots la capacité à chacun de pouvoir prendre ses marques dans une société, comprendre comment elle fonctionne et agir comme c'est attendu au sein de cette société. Et donc c'est reproduire le système social. C'est plus ou moins chacun est à sa place, mais c'est aussi savoir comment ça fonctionne. Et le code social n'est pas le même si je me trouve ici en Belgique que si je me trouve en Suède ou que si je me trouve au fin fond de l'Afrique. Le deuxième mode de travail pédagogique qu'il a nommé de type incitatif à orientation personnelle, c'est vraiment permettre aux individus de pouvoir s'adapter aux évolutions de la société et donc de centrer l'apprentissage sur les besoins personnels des individus. Et le troisième, le mode de travail de type appropriatif centré sur l'insertion sociale des individus, c'est donc pouvoir se dire que d'abord, avant toute chose, on est des gens qui sont situés dans des rapports sociaux, y compris dans des rapports sociaux de classe. Et donc, c'est prendre cet élément, là où on est situé, comme un des éléments qui fait partie du processus de formation. Et c'est permettre ensemble de pouvoir interroger la société, interroger les savoirs, interroger qui on est, et pour pouvoir prendre sa place, qui est sans doute une place qui n'est peut-être pas celle qui nous est assignée, mais donc c'est aussi aller vers la production sociale. Alors c'est un modèle théorique, ça veut dire qu'aucun des 3 modes de travail pédagogique n'existe à l'état pur. Moi, ils m'aident quand même à comprendre la posture du formateur, ils m'aident quand même à voir qu'en fonction du mode de travail pédagogique que je vais mettre en avant dans l'institution de formation, eh bien, je ne vais pas produire le même type de formateur, ni le même type de résultat avec les stagiaires. Dans le premier, le formateur transmet. Alors, il peut le faire avec des méthodes pédagogiques très participatives et très ludiques. Dans le deuxième, c'est vraiment de pouvoir développer l'autonomie et la motivation des personnes pour qu'elles se mettent en mouvement pour pouvoir apprendre. Et dans le troisième, c'est de pouvoir construire le savoir et s'approprier le réel. Alors moi, j'aime bien cette idée de construction du savoir parce que le savoir, c'est pas quelque chose qu'on va chercher et qui descend et qui va arriver dans notre tête. C'est pas quelque chose qu'on a et qu'on donne. C'est vraiment quelque chose qu'on peut construire ensemble et toute la réflexion autour des intelligences connectives en est sans doute la preuve. Voilà, j'en ai fini le moment plus théorique. D'accord. Alors, je l'ai dit en commençant d'emblée, je travaille à l'interfédération, donc pas dans un CISP. Et moi, je rencontre de manière régulière avec mes collègues les travailleurs du secteur, dont les formateurs. Et donc, au niveau des défis qui sont les nôtres comme centre de formation, alors je vais nous appeler comme ça parce que c'est plus facile, mais en règle générale, on ne s'appelle pas comme ça, on parle plutôt du programme de formation ou du projet de formation. Je les ai résumés dans une phrase. Donc, dans un contexte socio-économique difficile, permettre à l'ensemble du personnel socio-pédagogique, et j'ai dit tout à l'heure, c'est bien donc les formateurs, mais pas seulement, les autres travailleurs ont aussi une fonction socio-pédagogique, de développer des compétences individuelles et collectives pour remplir leur mission auprès des publics cibles des CISP, selon des modalités qui sont cohérentes avec les principes pédagogiques, les valeurs et les finalités du secteur, en donnant sens à leur pratique et en leur permettant d'être acteurs de leur environnement. Alors, je vais décliner l'ensemble de ces phrases. Voilà. Alors, dans un contexte socio-économique difficile, eh bien, je ne vais pas vous apprendre quelle est la situation économique, socio-économique aujourd'hui, particulièrement pour nos publics, mais dans l'offre de formation que nous développons au niveau de l'interfédé vers les travailleurs, nous avons décidé depuis déjà un certain nombre d'années d'intégrer la dimension sociopolitique dans les actions de formation. Ça veut dire permettre aux travailleurs de comprendre le contexte dans lequel ils vivent, même si on est sur un module de formation très technique. Alors, comprendre le contexte, c'est d'abord savoir dans quelle structure eux travaillent, mais c'est aussi aller un peu plus loin que simplement acquérir la technique. C'est aussi s'interroger sur les finalités de certaines actions ou de certaines pratiques. J'ai mis en exemple un cahier de l'interfédé, c'est des productions qu'on fait régulièrement. C'est un cahier de l'interfédé qui porte sur le récit de vie en formation. Il a été produit après 3 modules de formation qui concernaient une initiation à la méthodologie des récits de vie
pour des formateurs en CISP. Alors, cette formation avait deux particularités. La première, c'est qu'on mettait les formateurs en situation d'être eux-mêmes à faire leur récit de vie. Et dans un deuxième temps, on leur demandait de faire un travail de réflexion pour voir quelles étaient les conditions pour que cette méthodologie soit utilisable dans notre secteur, compte tenu des contraintes dans lesquelles les contraintes et des opportunités dans lesquelles les structures se trouvent. Donc on a identifié toute une série de conditions et donc on a décidé de les publier et de les diffuser largement dans ce cahier. Le deuxième élément, c'est l'ensemble des formateurs. Alors, l'ensemble des formateurs, pour moi, c'est y compris celles et ceux qui ne vont pas d'emblée en formation, y compris les travailleurs des petites structures qui ont des difficultés à envoyer leurs travailleurs en formation, y compris ceux qui ne sont pas à l'aise de passer une journée sur une chaise alors qu'ils sont au grand air ou devant leur fourneau toute la journée. Et donc, ça nous a demandé au fil des ans pas mal de réflexion. On a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité pour leur proposer une offre de formation qui rencontre diverses manières de s'engager dans un processus formatif. Je vous le rappelle, on a dans notre ADN formation par le travail. Donc ça veut dire que la question de comment est-ce qu'on peut se former en intégrant la dimension du travail est quelque chose qui est important et donc pour le secteur, mais qui doit donc aussi être importante au niveau de la formation des travailleurs. Une des manières de rencontrer cette aspiration, c'est d'organiser, de proposer des groupes de travail formation. Donc, je vais vous donner un exemple. On a depuis maintenant 2-3 ans, ce qu'on a appelé un groupe de travail orientation. Donc, c'est avec des professionnels, des formateurs qui ont dans leur tâche des missions d'orientation. Donc, tous ne font pas uniquement de l'insertion socio-professionnelle en vis-à-vis, mais ça peut être aussi des essais métiers, mais ça peut être aussi des coordinateurs PEDA qui, à un moment donné, font un travail d'orientation avec des stagiaires. Et donc, on est parti des ressources concrètes que les travailleurs utilisent pour pouvoir interroger la posture de la personne qui fait un travail d'orientation. Et donc c'est vraiment un travail où on va extraire à partir du quotidien, à partir des ressources, on va faire un travail de réflexivité avec eux. On a suite à ce travail-là, il y a toute une série de fiches ressources qui ont été réalisées, qui vont être mutualisées et communautarisées au niveau du secteur, et puis on espère pouvoir le faire aussi avec d'autres acteurs, et donc on est aussi là dans un projet pilote avec Formaform. Dans ce type d'action, c'est des actions où on va avoir une articulation forte entre formation et action, alors formation et production. Donc on ne va pas dissocier les deux. Il n'y a pas le temps de la formation où on se forme et où on apprend, et puis le temps de l'action où on se met en mouvement. C'est bien à partir d'une production que je vais faire un travail de formation. Dans certains dispositifs, et donc le deuxième, les recettes des mijotés des secteurs, on n'hésite pas non plus à associer des stagiaires. Et donc les mijotés, c'est une communauté de pratique autour des formateurs Horeca, qui se retrouvent une fois par an autour d'une recette qu'ils partagent et qu'ils réalisent avec des stagiaires. Et donc il y a là aussi toute une réflexion pédagogique qui est menée au cours d'un processus là, qui dure plus ou moins 4 mois. Et donc on en est aussi à notre 3e édition. Et donc, et le dernier, c'est le groupe de travail Parc et Jardin. C'est un groupe de travail qui est né en 2012-2013, suite à la production de référentiels de formation pour notre secteur. Donc l'Interfédère aussi était en charge de réaliser des référentiels formation pour des métiers, donc, qui étaient directement utilisables par les structures CISP. Et les formateurs qui ont participé à la production de ces référentiels ont souhaité continuer à se voir pour voir, une fois qu'on a les référentiels, comment est-ce qu'on les met en œuvre dans nos pratiques et quels sont les outils pédagogiques qu'on peut utiliser. Donc ça a été un 3e groupe. Alors, l'élément suivant, c'est des modalités cohérentes avec les principes pédagogiques du secteur. Et donc moi j'en ai repéré 5. La première, c'est que l'expérience du participant est centrale. Ça vaut tant pour les formateurs que pour les stagiaires.
L'expérience professionnelle est le point d'ancrage et aussi le point d'aboutissement de la formation. Ce n'est pas l'expérience comme exemple, c'est bien partir de l'expérience et on va le faire, y compris dans le module de formation formateur. On a un module qu'on organise maintenant depuis une quinzaine d'années qui a 11 journées de formation et au cours de ces journées de formation, les formateurs vont en immersion dans des structures CISP avec des stagiaires et puis font un travail de débriefing pour réfléchir sur les principes pédagogiques. C'est une prise de risque, vous vous en doutez, c'est une prise de risque pour les formateurs qui vont être avec leurs stagiaires et puis si moi je ne fais pas bien, qu'est-ce qu'on va me dire? C'est aussi une prise de risque pour les institutions parce que quand on se présente toujours bien et puis au concret, on va peut-être voir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et en même temps, je pense que les formateurs et les institutions qui ont participé à ce processus ne voudraient pas en changer. C'est vraiment un élément qui est fort important et on aimerait bien aussi le renforcer dans le futur. Le deuxième axe, c'est l'expérimentation est fondamentale. Et donc là aussi, je l'ai déjà dit, casser la frontière formation-action. Et les activités de formation vont donc dépasser le champ du programme de formation de l'Interfédé. On est sollicité comme équipe pédagogique, on n'est pas nombreux, on est 3, mais quand même, on a cette capacité de pouvoir soutenir nos collègues dans des mises en œuvre d'autres actions, comme l'Assemblée sectorielle, sienne mais référentielle. Donc on a tous des processus, on soutient aussi des processus participatifs avec les collègues pour des assemblées sectorielles. On va débattre d'enjeux pour le secteur, mais aussi comme le salon de l'ISP, le salon des CISP qu'on a organisé l'année passée, on a réuni pour organiser le salon les formateurs, les travailleurs par filière. Et là aussi, il y a toute une réflexion qui a été mise en œuvre sur finalement, quand on parle de nous, de quoi parle-t-on? Le formateur est un metteur en forme. Et donc, il va aider à la formalisation, à la prise de distance, à la construction collective du savoir. Ça ne veut pas dire que lui ne vient pas avec un savoir, il en a un, c'est le sien, mais il va le mettre au service du groupe, il va permettre au groupe de pouvoir aller plus loin, prendre de la distance, questionner ses évidences. Et donc, lui aussi va être amené à questionner ses évidences. Le dernier élément, l'avant-dernier, c'est la réciprocité dans les échanges. C'est important que tout le monde apprenne quand on est en formation. Moi, je pense que le plaisir que j'ai quand je vais quelque part, même si c'est la 5e fois que j'assiste à certains modules de formation, j'apprends. Si je n'apprends pas des contenus, je vais apprendre de ce que vont raconter les participants. Je vais apprendre de comment ils vont mettre ça en scène, comment ils vont réagir. Et donc, c'est vraiment cette capacité, créer cet espace de la réciprocité. L'hétérogénéité des groupes, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est Daniel Faux juste avant moi, nous offrons, à part quelques modules dédiés uniquement aux formateurs, la majorité des modules sont ouverts à l'ensemble des professionnels. Et donc on retrouve la secrétaire ou le secrétaire avec la formatrice, avec le coordopéda. Et donc ça permet aussi de travailler sur les représentations qu'on a chacun des métiers. C'est pas toujours évident de retrouver des formateurs techniques en parc et jardin qui doivent commencer à expliquer leurs principes pédagogiques devant des travailleurs sociaux parce que les formateurs techniques parc et jardin, ils vont peut-être pas considérer pour tous que c'est vraiment eux les pédagogues, mais peut-être, ou c'est pas eux les experts du social, mais que c'est peut-être leurs collègues travailleurs sociaux. Et donc en les mettant ensemble, d'abord on fait se rencontrer des mondes, et parfois c'est vraiment des mondes différents, et donc on leur permet aussi de casser des situations qui sont clivantes. Alors, c'est ce qu'on permet en formation. Je ne dis pas qu'on révolutionne l'ensemble des pratiques, mais en tout cas, on injecte à notre niveau avec ce qui nous a donné ce type d'éléments. Autre élément, c'est pouvoir donner sens aux pratiques et notre façon de le faire, c'est aussi de pouvoir clarifier les identités professionnelles. C'est souvent les formateurs métiers ont du mal à se nommer formateurs. Ce sont avant tout des menuisiers, avant tout des cuisiniers, des jardiniers. Et donc, la formation va leur permettre de mettre à leurs yeux les compétences pédagogiques qu'ils développent souvent déjà. Et donc, certains disent « Ouais, je suis venu ici, maintenant je sais que je suis dans le bon ». Maintenant, c'est aussi avoir des mots, parfois pour exprimer des choses qu'ils font. Et bon, ils connaissent peut-être pas le mot dynamique motivationnelle, mais quand ils sortent de la formation, ils ont peut-être pu avoir le mot qui correspond à des intuitions qu'ils ont, des choses qu'ils mettent en œuvre. D'accord, j'ai presque terminé.
C'est aussi leur permettre d'être acteurs dans leur environnement professionnel. Donc je l'ai déjà cité avec le GT Parc et Jardin, qui a vraiment été un dispositif très important. Il a mobilisé beaucoup, enfin en tout cas pas mal de structures. Il a produit beaucoup de choses et il n'a pas produit que pour produire, il a vraiment transformé des pratiques de travailleurs, mais aussi des pratiques d'institutions, puisque pour une institution, envoyer un formateur dans un groupe de travail, c'est quand même le libérer du temps avec ses stagiaires, c'est un autre formateur qui prend en charge les stagiaires, et donc c'est un investissement institutionnel. Et donc les structures font cet investissement, et donc quand le formateur revient, ils attendent aussi qu'il revienne avec des choses, de manière à ce que ça puisse avoir un impact sur les pratiques. Alors, on met plein de choses en place au niveau de la formation continue des travailleurs, mais on n'est pas non plus à l'abri de la reproduction des inégalités sociales en formation. On observe que, je pense comme dans beaucoup de structures, spontanément, ceux qui viennent en formation, c'est déjà ceux qui sont les plus formés. Et donc parfois, les formateurs, entre guillemets, qui ont plus de mal à venir en formation, il faut les obliger, leur dire allez, tu y vas, voilà, c'est comme ça, et puis on va travailler avec ça. Ou alors on essaye aussi de mettre en place des projets pilotes de manière à agrandir notre propre offre de formation et rencontrer tous les profils. Alors, je le disais, la formation, elle forme des personnes, elle forme aussi des équipes, et on ne mesure pas toujours l'impact qu'elle peut avoir. Parfois, c'est quelques années après, quand on rencontre un formateur qui nous explique ce qu'il a mis en place au niveau de sa structure. Parfois aussi, des centres publient des choses qu'ils ont mis en place, et donc une EFT au Perron de Lillon, par exemple, en commis de cuisine, suite à la formation de la coordinatrice pédagogique de l'un ou l'autre formateur, a fait toute une réflexion sur le dispositif d'évaluation au sein de la structure avec l'ensemble des formateurs de la structure. Ça a été un travail de 2 ans qui a donné lieu à des outils d'évaluation qui là aussi ont été mutualisés vers le secteur. Et j'en arrive à ma dernière dia. Voilà. Et donc en conclusion, je pense que là, vous en doutez certainement, voilà, bien, que la formation continue est sans conteste un élément important de la professionnalisation du métier de formateur. Et donc il nous semble que le temps de formation doit être considéré comme un temps de travail qui doit bénéficier d'un financement. Donc ce n'est pas toujours évident de dégager un travailleur pour qu'il aille en formation. C'est pas seulement pour qu'il aille en formation, parfois c'est aussi pour que la formation soit organisée au sein de la structure. La formation n'est pas déconnectée de l'action. On parle de transfert des acquis, mais l'action peut déjà être présente dans tout le parcours et dans tout le processus de formation. La formation est productrice d'un savoir qui est neuf dans le sens où c'est celui du groupe, et que c'est aussi important de pouvoir le faire vivre et de pouvoir le partager. Et c'est important de développer des partenariats internes ou externes et de pouvoir aussi les soutenir. Là aussi, il y a à la fois les conditions institutionnelles pour le soutenir, mais aussi les conditions financières. On l'a déjà vu tout au long de la journée. Produire ensemble, faire une démarche de réflexivité quelle qu'elle soit, ça demande du temps. Et si ce temps n'est pas financé d'une manière ou d'une autre, c'est aussi compliqué pour les travailleurs. Ce qui met bien en évidence, ici, c'est l'hétérogénéité des actrices et acteurs formateurs. Et comment, effectivement, se gère ce dispositif de formation des formateurs par rapport à un public qui est lui-même hétérogène. Donc, alors, ça c'est un constat. Et par rapport à cela, la première chose peut-être qu'il paraîtrait intéressant que tu puisses expliciter, c'est pour qu'il y ait effectivement cette prise de risque, parce que je parlais de prise de risque tout à l'heure, il faut qu'on développe un espace de confiance. Un espace de confiance qui est à la fois de l'ordre personnel, mais qui est aussi institutionnel. Il faut qu'effectivement, pour que la formation soit prise au sérieux, qu'il y ait des balises qui soient données. Je reprends un exposé de ce matin, on disait, le cadre ne fige pas, mais facilite. Alors, comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu explicites? Donc, quelles sont les balises qui permettent de garantir cette prise de risque et d'avancer dans cette démarche excessivement intéressante et très structurée que tu viens de mettre en évidence? Effectivement, donc c'est important de créer cet espace de confiance et je pense qu'au fil des ans, en tout cas, moi je travaille là, que je l'ai dit depuis 15 ans, et très vite en tout cas,
on a mis en place un dispositif d'accompagnement des modules de formation. Donc, nous n'avons pas, comme centre de formation, de relation hiérarchique avec les travailleurs qui viennent en formation chez nous. Ça, c'est déjà un élément important. Deuxièmement, nous sommes... donc on rencontre les formateurs de formateurs pour élaborer avec eux le dispositif de formation. On va pas présenter nos publics, enfin voilà, on va vraiment réfléchir autour de ça. Et puis on accompagne tous les modules de formation. On introduit tous les modules de formation. On a un dispositif d'évaluation en début, au milieu et à la fin quand c'est des formations longues. Et mon collègue qui est ici présent participe pour partie à certains modules de formation avec comme élément important de pouvoir faire des liens avec notre secteur. Alors parfois ça peut être présenter le secteur, parfois ça peut être voilà, expliciter aussi certaines choses à l'intervenant. Donc on va créer un contexte dans lequel la formation elle est un peu coucounée. Donc ça c'est un élément. Donc nous on ne rend pas compte aux directions de ce qui se passe en formation. C'est le job des travailleurs eux-mêmes. Et alors il y a l'espace, je pense que quand les travailleurs viennent à l'Interfédé, c'est agréable parce que ben voilà, c'est une belle salle, on a une cour, on prend le temps des pauses, on soigne la relation aussi avec les participants, on part d'eux-mêmes, mais pas d'une manière qui est... c'est pas théorique, quoi. Je pense qu'on leur donne vraiment de la place avec leur histoire, leurs questions. Et quand je présentais le dispositif, pour certains modules de formation, on a aussi des supervisions individuelles ou collectives qui sont adossées à certains modules. Quand on pense qu'il y aura des questions plus personnelles qui pourraient apparaître, comme le module formateur, c'est pas seulement les journées de formation, il y a aussi tout cet accompagnement de proximité. Et donc notre job au niveau de la coordination pédagogique, c'est d'être tiers dans le dispositif de formation. Tiers à la fois d'un point de vue institutionnel, puisqu'on négocie avec l'opérateur, avec son institution, mais aussi tiers dans la formation elle-même. Si quelque chose ne va pas, c'est aussi bien que le participant puisse nous le dire, et puis on peut aussi en parler avec le formateur s'il n'a pas toujours l'espace pour le dire, parce qu'on sait bien que c'est quand même plus compliqué que de dire à l'évaluation, dites-moi les choses qui ne vont pas. Donc voilà. Et on crée donc nous aussi une relation avec les participants. On est souvent là, en tout cas une bonne partie de la formation, et sûrement dans tout le temps d'introduction, de prise de contact, on repose le cadre ensemble, on définit le contrat pédagogique ensemble, donc voilà. On a aussi une série de balises pédagogiques qui sont écrites, qui sont transmises aux formateurs, qui s'engagent à les mettre en œuvre. On a aussi une évaluation après la formation avec le formateur. Enfin voilà, donc il y a vraiment toute une série d'éléments qui vont intervenir. Je ne sais pas si... Autre question du comité? Oui. Alors, je vais reprendre deux choses que tu viens de dire. Tu as insisté sur l'importance du tiers, que vous jouez, le rôle du tiers, qui a un rôle important dans l'accompagnement en formation. Et deuxièmement, un élément que je retenais aussi, c'est on ne rend pas compte aux directions, les travailleurs eux-mêmes rendent compte, c'est au fond l'espace de formation comme un espace protégé. Alors, à partir de ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a une préconisation que toi tu émettrais par rapport au suivi ici de ces journées? Mais je voudrais quand même, à la fois c'est un espace protégé, mais c'est pas un espace qui est déconnecté des institutions. Et donc, je pense que la formation est souvent un espace protégé. Et elle doit sans doute le rester, pour une part. Mais on a aussi des travailleurs qui viennent avec un mandat de leur institution. Par exemple, on a fait une formation sur la participation des stagiaires. Eh bien là, on a demandé de venir avec un projet de participation qu'on a mis au travail dans la formation. Les participants retournaient, le testaient, revenaient. Mais ce qui va être visible, enfin, ce que je vais mettre au travail dans mon institution, je l'ai préparé dans un lieu dans lequel j'ai pu me tromper, j'ai pu dire des choses où j'étais pas très certain, où j'ai pu être un peu en difficulté. Ça ne sera pas partagé. Et donc, il y aura ce lieu d'aller-retour. Moi, je pense qu'un des éléments, c'est en tout cas pour moi fort d'articuler formation-action, mais en mettant un cadre pour que ce ne soit pas de l'instrumentalisation des travailleurs. Il faut garantir que je peux dire des choses qui ne sortiront pas ici et maintenant.
Mais il y a une part qui peut sortir. C'est l'exemple avec le récit de vie. Il y a une part qui était vraiment pertinente pour le secteur. Ça aurait quand même été bête entre nous que des travailleurs qui identifient des balises fondamentales pour utiliser une méthodologie qui est utilisée de plus en plus en plein de lieux et qui peut mettre à mal des stagiaires, on ne les partage pas. Ça, c'est partageable. Mais il y a une partie d'autres choses. Tout ce que les travailleurs ont mis ensemble dans leur propre récit, ça reste dans le groupe. Et là, nous, donc là aussi, quand je dis on est présent dans les modules de formation, notre présence, on la discute avant. Donc, dans un module comme récit de vie, on était là au début, on était là dans les temps d'évaluation, on était là dans le moment où on dégageait les principes pour le secteur, mais on n'était pas là dans le temps de travail sur les situations personnelles. Idem dans d'autres modules de formation. Donc, chaque fois, c'est une discussion et une négociation. Et donc, l'important, c'est d'être centré, je pense, sur l'objectif, mais aussi dans le respect des personnes. Et voilà, toujours, que ce soit des stagiaires ou des formateurs, c'est toujours des individus qui sont en formation, et donc les mêmes principes doivent valoir tant pour les stagiaires que pour les formateurs. Voilà, je ne sais pas si c'est une préconisation, mais... On la prendra comme... Tu l'écriras peut-être dans les termes qu'il faut. Merci. D'autres questions du comité scientifique ? Enclin ? Oui, voilà. En fait, je lisais récemment c'était, je crois, un CEO d'une grande entreprise américaine de technologie qui disait ceci à ses collaborateurs: salopez tout, mais surtout ne salopez pas la culture de notre entreprise. Et si je dis ça, c'est parce que je pense que s'il disait ça plutôt, c'est parce que de nos jours, dans des organisations qui se transforment, il est particulièrement important pour les collaborateurs de connaître le sens de leur action. Et le sens de leur action est lié forcément aux valeurs que porte, bien entendu, l'entreprise. Et donc, ça amène à ma question, qui est de savoir un peu comment, justement, au sein de l'Interfédé, ces valeurs, les valeurs qui sont propres, sont incarnées au quotidien. Comment, quand on suit une formation à l'Interfédé, comment ces valeurs s'incarnent-elles ? Mais je pourrais repasser la diapositive. Ça marche par là ? Voilà. Le secteur a une filiation dans l'éducation permanente. Le secteur a une filiation dans le monde associatif et s'est développé dans un contexte, comme je le disais, de crise économique en réponse à des questions sociales qui étaient occupées à se vivre. Aussi avec des jeunes, à l'époque, pour certains, qui étaient exclus de l'école, qui ne trouvaient pas leur place et, voilà, et qui se retrouvaient confrontés aux problématiques du chômage. Et depuis le début, c'est important de prendre la personne dans sa globalité. C'est important de pouvoir cheminer avec chacun là où il est et en respectant son rythme. C'est important de pouvoir partir de l'expérience. Je disais formation par le travail. Alors, je pense humblement, mais on est, comme je le disais, on n'est pas non plus à l'abri de reproduction des choses qu'on ne voudrait pas, que dans la manière dont on organise la formation, on va mettre l'expérience au cœur du dispositif de formation. On va mettre les personnes, les formateurs, au cœur du dispositif de formation. Et on va essayer, c'est un peu ce qu'on a fait dans le module de formation Mon métier formateur, de proposer des manières de faire formation avec les formateurs qui soient cohérentes avec les principes pédagogiques qu'eux doivent mettre en œuvre avec des stagiaires. Alors, ce n'est pas évident parce qu'on ne sait pas reproduire... Donc on ne fait pas de formation technique non plus, sauf quelques-unes, mais donc je vais y venir. Mais si on est sur des formations socio-pédagogiques, on ne va pas simplement dispenser... des contenus sociopédagogiques, y compris en faisant des mises en situation, mais on va aussi partir d'expériences concrètes et on va aller jusqu'à expérimenter des choses ensemble pour pouvoir en dégager des éléments. C'est l'immersion dans les CISP. Donc un groupe de formateurs, c'est une quinzaine de personnes. Ils vont se partager entre 2 ou 3 structures. Donc, admettons, voilà, je pense, un groupe va aller dans un CISP en parc et jardin, et ils vont aller sur un chantier parc et jardin, les formateurs de la formation, des stagiaires d'un des formateurs, et le formateur de ce groupe-là vont aller ensemble sur le lieu de la production, travailler ensemble une demi-journée, voir comment on met observer, vivre comment le collègue formateur met en scène la formation avec ses stagiaires, débriefer avec les stagiaires sur le temps de midi et puis débriefer entre formateurs après.
Donc voilà une manière dont on essaye de faire les choses pour être cohérent. Je pense qu'une autre manière, c'est aussi constamment de se questionner par rapport à comment on fait ou comment on agit et de prendre en compte les évolutions qui sont liées au public. Quelles sont les questions qui sont aujourd'hui celles des publics et comment est-ce qu'on peut répondre au mieux aux questions des travailleurs. Donc voilà. Mais la question de la culture d'entreprise, c'est pas seulement... donc à la fois on essaie de l'incarner, mais il y a aussi, j'observe moi en tout cas, cette culture, c'est aussi prendre en compte l'histoire dans laquelle les travailleurs se trouvent. Dans le module Mon métier, connaissance du secteur, on va prendre un temps certain à parler d'histoire, d'où on vient, dans quel contexte est-ce qu'on est né, quel est le contexte aujourd'hui, qu'est-ce qui est différent par rapport à hier. Votre structure, elle est née quand, pourquoi, pour répondre à quoi. Et donc c'est aussi une manière, je pense, de transmettre la culture, qui est, comme je le dis, à la fois une culture où on avance avec des individus, mais aussi on avance dans un collectif qui a à la fois une mission d'insertion sociale et professionnelle, mais aussi une mission d'émancipation. Et donc on va mettre en question ces éléments-là, pas seulement dans des discussions, mais vraiment... voilà. Mais... Une dernière question du comité scientifique, oui, Christiane. Oui, j'ai peut-être été un moment distraite, mais donc d'abord je voulais dire, moi c'est la première fois que je vous entends, hein, contrairement à Joseph, et j'ai vraiment, je suis impressionnée par toutes les productions, notamment les cahiers de l'Interfédé, mais pas seulement, et par leur caractère percutant, en tout cas par leur volonté de ne pas avoir un langage ronronnant, mais percutant. Alors là où je dis j'ai peut-être été distraite, est-ce que vous avez parlé de la place de l'évaluation ? Non, je me rends compte que j'en ai pas parlé. Ok. Voilà. Bon, ok. Vous en dites un petit mot ? Oui. Et donc, oui, en tout cas, merci pour le feedback sur les productions. Je trouve aussi que souvent, c'est des très beaux outils. Voilà. Alors, au niveau de l'évaluation, c'est un sujet pas facile, la question de l'évaluation. Vous parlez de l'évaluation des apprenants ou des formateurs ? Je vais parler de l'évaluation des formateurs, Okay. Et puis je parlerai un peu de l'évaluation des apprenants. Donc, au niveau de l'évaluation, on pourrait dire, voilà, vous offrez un dispositif de formation, est-ce qu'il serait quand même pas bien qu'au terme du dispositif, chaque apprenant, chaque formateur puisse se situer, dire où il en est. Et donc, on a eu à un moment donné une commande de notre conseil d'administration de réaliser, pour pouvoir encore améliorer notre offre de formation, un référentiel de formation pour le métier de formateur. Donc voilà, on a pris notre petit bâton de pèlerin, on a réuni un groupe de travail, parce que c'est comme ça qu'on travaille, on réunit un groupe de travail d'abord de formateurs, où on a identifié avec eux quelles étaient les compétences qu'ils mettaient en œuvre, on a validé la production avec des directions et puis on l'a présenté, donc ça a été validé. Et donc dans ce groupe de travail, on a fait comme on fait au SFMQ, voilà, on a fait référentiel métier, référentiel formation, référentiel évaluation. Sauf que quand on est arrivé au référentiel d'évaluation, on s'est dit mais il y a quelque chose qui cloche, parce que on va définir des critères d'évaluation pour l'évaluation finale. Sauf que notre méthodologie, c'est une méthodologie où on construit le savoir ensemble. Donc qu'est-ce qui fait que on va se permettre de dire quels sont les bons critères d'évaluation au final, alors que tout le processus qu'on veut mettre en place est un processus participatif. Pourquoi est-ce qu'on n'intégrerait pas aussi les formateurs au moment de l'évaluation finale dans la production des critères d'évaluation ? Alors, à ce stade-là, on a été bon élève, on a fait notre référentiel, et puis on s'est dit, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour notre module de formation ? Donc, on n'a pas appliqué notre référentiel, d'abord parce que, voilà, il y a aussi une question de... le référentiel de formation, si, on a vérifié entre notre référentiel ce qu'on mettait en place, là où ça concordait, les choses qu'on faisait plus, les choses qu'on faisait moins. Donc, cet outil-là, il existe, il est utilisé en formation. Et pour l'évaluation, on a mis en place un dispositif... qui permet à chaque participant d'identifier son propre cheminement, là où il en est par rapport à ses propres compétences, à travers une question fil rouge. Et en allant, c'est un peu, je pense, comme peut-être un TFE ou en promotion sociale, le travail de fin d'études, mais bon, c'est une question. Alors pour certains, ça va être un document un peu plus élaboré, pour d'autres, ça peut être juste une prise de parole, mais l'idée pour nous, c'était que chacun, de manière d'abord individuelle, puisse identifier là où il avait cheminé, les compétences qu'il avait acquises et peut-être les questions qui lui restaient, puisqu'il est bien dans un processus, et donc il va continuer. Et la deuxième chose qu'on s'est dit, mais l'individuel, ça ne suffit pas, parce qu'en fait, le groupe qui a été là en formation pendant 11 rencontres, il a produit un savoir, et on en fait quoi ?
Et donc, on essaye de voir maintenant, et donc on est en train de tâtonner pour se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait rendre compte et donc mutualiser ce savoir commun qui a été produit, qui ne va pas dire peut-être des choses fondamentalement nouvelles par rapport aux auteurs, mais qui va peut-être donner comme un petit regard différent, mais qui va être la parole de ceux qui ont été là en formation avec un éclairage du terrain. Et ça, c'est hyper important. Donc on est dans ces réflexions-là. Donc là, c'est au niveau des formateurs. Alors pour les apprenants, pour les stagiaires, comme je l'ai dit, dans notre décret, c'est prévu que les structures aient aussi des référentiels de formation. Donc il y en a qui viennent du SFMQ, mais qui sont parfois sur des métiers à plus haute qualification que celle du secteur des CISP. Donc on a produit une série de référentiels nous-mêmes. Et donc les structures se sont engagées elles-mêmes. Et donc notre manière, se sont engagées elles-mêmes dans le fait de s'approprier les référentiels. Et une manière de se les approprier, c'est de travailler sur les dispositifs d'évaluation. Donc c'est de prendre la question à partir pratiquement, maintenant si on doit évaluer, qu'est-ce qu'on fait? Et là aussi ça produit des choses intéressantes, et donc je pense entre autres, si vous avez l'occasion d'aller sur le site du Perron de Lillon, un référentiel d'évaluation des compétences techniques et transversales liées au comité de cuisine, mais tel qu'il est mis en œuvre dans l'institution, élaboré par l'ensemble des formateurs, avec la coordinatrice pédagogique. Et donc ce n'est pas un outil qui est venu du haut, c'est un outil qui vient du bas, en ayant intégré les questions concrètes que les travailleurs se posent, en ayant mis ensemble le formateur remis à niveau en français avec le formateur commis de cuisine, qui parfois ne parlent pas le même langage. Et donc ça oblige les travailleurs à se former. Ça, ils l'ont fait entre eux, donc ils ont pris du temps, ça fait partie, voilà, dans cette institution-là, c'est sous cette forme-là. D'autres, ça peut prendre une autre forme. Mais donc on n'a pas au niveau du secteur, on ne délivre pas des canevas d'évaluation type pour l'ensemble des structures. D'ailleurs, je pense que si on fait ça, c'est la révolution. Mais par contre, on va donner des balises communes au secteur qui, elles, sont validées par des instances et auxquelles les structures peuvent se référer. Et cette élaboration, ça fait partie de leur temps de travail? Oui. Bien, okay. Oui, c'est pendant le temps de travail. Donc les travailleurs sont engagés des contrats de travail, je crois que c'est 38 heures semaine, voilà, et donc c'est l'employeur qui les libère effectivement. Mais avec des difficultés parfois. Si on a un chantier, comme je disais, on construit une maison, elle doit être finie, voilà, il y a a parfois des formateurs qui ont des difficultés pour participer. Donc c'est pas tout rose et violette, quoi, mais effectivement, c'est pendant le temps de travail. Okay. Pas de questions? 1, 2, 3.